Bonjour à vous et bienvenue dans le 161e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de Storyville, l'école du plaisir que l'on doit au scénario de Lauriane Chapeau, au dessin de Loïc Verdier et qui est édité chez Glénat. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Les Dredons Rouges, 2e tome de la série Madeleine Résistante que Jean-David Morvan co-signe avec Madeleine Riffaut au scénario, Dominique Bertaille au dessin et qui est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. Premier tome sur 2 sorti chez Glénat, je parlerai aussi du Nom de la Rose, adaptation en bande dessinée par Milo Manara du roman d'Umberto Eco. Ensuite, je présenterai le 3e tome de La Fortune des Winslow, un titre baptisé Danitza 1965 que l'on doit au scénario de Jean Van Hamme, au dessin de Philippe Berthet et c'est édité chez Dupuis. Je parlerai aussi de l'adaptation en bande dessinée du roman Indiana de George Sand, adaptation que l'on doit au duo Catel-Muller et Claire Boyac, ainsi qu'aux éditions d'Argo. J'aborderai ensuite la sortie de l'album Je suis au-delà de la mort, que l'on doit à l'auteur qui se fait appeler L'Homme étoilé, un titre sorti chez Le Lombard. Comme toujours, je refermerai cet épisode avec une réédition en lien avec les 10 ans de l'éditeur Rue de Sèvres qui ressort en librairie Elle s'appelait Tomoji de Jiro Taniguchi, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Aujourd'hui, ne le répétez surtout à personne, mais je vous entraîne à Storyville pour pousser en votre compagnie les portes d'un bordel pour essayer d'y voir de plus près ce qu'il s'y passe. Mais vous allez le voir, c'est une maison close pas comme les autres que l'on va retrouver ici, une maison close qui va se proposer de révolutionner la sexualité des hommes et des femmes grâce à notre héroïne, une certaine Santa Maria del Sol. Mais avant de vous en dire plus, permettez-moi de planter le décor de cet album passionnant et enlevé, dans lequel on prend un véritable plaisir gourmand à notre tour en tournant les pages. Nous sommes donc à Storyville, petite bourgade de la Nouvelle-Orléans en 1917, à une époque où le plaisir sexuel se conjugue essentiellement au masculin, la femme n'étant juste là que pour satisfaire le plaisir des hommes. Nombreux sont d'ailleurs ces hommes qui délaissent le lit conjugal pour se rendre chez Madame Lala, tenancière du bordel de la ville, qui s'appelle le Make Love to Me. D'ailleurs, la jeune Santa Maria a elle-même ses 2 frères qui fréquentent l'endroit, dont un, Tavo, qui s'est d'ailleurs entiché de la belle Nina, qu'il rêve en secret de sortir un jour de ce lieu. Encore adolescente, Santa Maria rêve en secret de ce lieu, elle qui découvre en solitaire le plaisir quand elle se retrouve le soir dans son lit, elle qui voit en ces femmes la quintessence de ce même plaisir qu'elle ne maîtrise pas encore très bien, mais dont elle devine tout le potentiel. En attendant, elle questionne ses frères, essaye de les suivre, ou demande à Trevor, jeune homme qui aime en secret l'intrépide adolescente, de l'accompagner dans ce lieu de débauche dont le lecteur découvre l'envers du décor. En effet, l'établissement semble être au cœur de la cité, il est le lieu où se réunit le gratin de la ville qui vient alors oublier ses soucis du quotidien pour se laisser aller aux plus inavouables perversions et turpitudes. Ainsi, un certain Monsieur Williams, qui malgré son âge avancé fait la cour à la jeune Santa Maria, y invite-t-il les notables du coin, comme le sénateur Larose, pour mieux les manipuler ensuite et jouir de certains privilèges. Mais voilà, le jour où les 2 frères de Santa Maria vont décéder des suites d'une maladie contractée dans ce lieu de débauche, la jeune fille va se mettre en tête de se venger et de tuer Madame Lala.
C'est ainsi qu'à son tour, Santa Maria va mettre les pieds dans ce lupanar et découvrir de l'intérieur cet endroit qui l'a si souvent fasciné quand ses deux frères étaient encore de ce monde. En plus d'y découvrir ses nombreuses pensionnaires avec lesquelles le lecteur va vite devenir familier, elle va faire la connaissance de la fameuse Madame Lala, qu'elle tient pour responsable de son malheur. Mais au lieu de se venger, la jeune Santa Maria, qui est pleine de ressources, va faire de ce lieu consacré au plaisir des hommes une véritable école du plaisir, où l'objectif est non seulement de jouir, mais d'apprendre à provoquer la jouissance chez le ou la partenaire. Ainsi résumé, on pourrait penser que cet album est déconseillé aux moins de 18 ans, mais il n'en est absolument rien, le sexe est ici plus suggéré que montré, d'autant que le tout est enrobé par un véritable discours féministe totalement à propos. C'est qu'à cette époque, le plaisir au féminin n'était pas à l'ordre du jour, la démarche de Santa Maria apparaissant alors comme novatrice et audacieuse, car aujourd'hui encore, il n'est pas simple de parler de sexualité en société. Le scénario intelligent et captivant de Lauriane Chapeau permet ainsi de découvrir une histoire enlevée que l'on prend plaisir à suivre, mis en avant par le dessin dynamique et vibrant de Loïc Verdier. Il plonge le lecteur dans cette Nouvelle-Orléans du début du siècle dernier de la plus belle des façons, donnant un air de fête à cette histoire qui fera même un crochet par le carnaval qui est l'occasion de fabriquer des vulves géantes que l'on exposera devant l'établissement. Ses couleurs chaudes et son dessin fouillé participent aussi à ce côté joyeux et festif qui traverse cet album, le tout en dépit des nombreuses difficultés que doivent affronter les personnages. Au final, nous avons là un titre vraiment intéressant, une façon détournée de parler de notre société où la pudibonderie fait un retour en force, une façon aussi de mettre sur la table de façon joyeuse une thématique qui met parfois mal à l'aise. Ce sont les éditions Glénat qui publient cet ouvrage sorti le 27 septembre dernier, un titre jouissif si je puis dire, un album qui tient en 104 pages et vous aurez compris que celui-là plus qu'un autre, je vous le recommande chaudement. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Autre gros coup de cœur de cette période, la sortie en librairie du 2e tome de la série Madeleine Résistante, cette série qui revient sur le parcours de Madeleine Riffaut qui en co-signe le scénario avec Jean-David Morvan. Celle qui soufflera sa 100e bougie l'an prochain continue de puiser dans ses souvenirs pour raconter cette jeunesse durant la Seconde Guerre mondiale, une jeunesse qu'elle a passée à œuvrer pour la résistance. Chaque jour, elle mettait en jeu sa propre vie afin de chasser l'envahisseur allemand d'une France que l'on retrouve ici alors que nous sommes en 1942 au début de ce second tome. C'est une période où Madeleine prend de plus en plus de poids dans des réseaux de résistance où elle coordonne parfois les actions et sait mener les hommes avec douceur et fermeté. Elle n'a pas encore 20 ans, mais son sens du sacrifice et un sérieux à toute épreuve lui permettent d'obtenir respect et confiance parmi les différentes figures du réseau où elle officie. Travaillant régulièrement en compagnie de celui qui se fait surnommer Picpus, elle n'hésite pas à prendre la parole en public pour appeler à la révolte contre l'envahisseur nazi. Malgré son jeune âge, la demoiselle ne s'en laisse pas compter et l'on sent toute la maturité que lui ont apporté les expériences douloureuses racontées dans le premier tome. Si Madeleine n'oublie pas parfois de se faire coquette et jolie, c'est essentiellement pour détourner l'attention des Allemands qui voient en elle une jeune femme séduisante, mais pas un membre actif des réseaux de la résistance. À de nombreuses reprises, on tremble en tournant les pages de ce second tome, on est inquiet pour cette jeune femme dont la fragilité apparente ne nous fait pas oublier qu'elle vient à peine de sortir de l'adolescence. D'ailleurs, cela est renforcé par sa présence épisodique sur les bancs de la fac, lieu idéal où elle peut conjuguer son militantisme et offrir une couverture astucieuse pour rester insoupçonnable auprès des Allemands. L'autre grande force de cette série repose sur son dessin, le trait semi-réaliste porté par les teintes bleutées de Dominique Bertaille me subjugue toujours autant d'un épisode à l'autre. Véritable régal pour les yeux, il reconstitue ici cette période tourmentée dans un Paris riche de détails dans lequel évolue cette armée de l'ombre que l'on a hâte de voir triompher sur le nazisme.
En attendant, pour Madeleine, rebaptisée Rainer, ou plutôt René avec la prononciation à la française, et ses acolytes, il faut affronter les multiples dangers qui nous emmènent jusqu'en 1944 et la Libération, une période qui pointe le bout de son nez au moment où l'on referme ce second volet. Paru dans la fameuse collection Air Libre des éditions Dupuis, L'Édredon Rouge, titre de ce second tome de Madeleine Résistante, est disponible en librairie depuis le 29 septembre dernier et je n'ai qu'une chose à dire, précipitez-vous sans plus attendre sur cette série, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est au monstre de la littérature italienne, Umberto Eco, que s'attaque le non moins monstrueux et talentueux Milo Manara, que je vous propose maintenant avec le premier tome du Nom de la Rose sur les deux prévus en librairie. Popularisé par le film de Jean-Jacques Hano sorti en 1986, c'est maintenant en bande dessinée que l'on peut retrouver ce thriller qui se déroule au Moyen-Âge dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie. C'est la mort de plusieurs moines qui va amener le frère Guillaume de Baskerville, épaulé par son jeune secrétaire, Azzo de Melk, à se rendre dans cette grande bâtisse qui ressemble à un château perché sur son rocher. D'ailleurs, cette atmosphère étouffante et cette histoire qui nous plonge en 1327 sont parfaitement bien rendues par un Milo Manara qui est tout aussi à l'aise pour dessiner de belles plastiques féminines que cet inquiétant huis clos religieux. Ainsi, durant les premières pages, il met en place l'action, nous rappelle le contexte dans lequel cette histoire a été retrouvée, avant de nous entraîner sur les routes enneigées de cette abbaye dont les locataires attendent le duo avec impatience. Comme dans une enquête policière, on découvre tour à tour les personnages, les lieux, et commence à s'échafauder dans l'esprit du lecteur des hypothèses sur celui qui a commis les meurtres en même temps que l'enquête avance. Dans ce premier tome, l'histoire se met en place, on découvre les caractères de chacun, les lieux interdits de cette abbaye, comme sa fameuse bibliothèque, et l'on en ressort avec autant de questions que de réponses. Dans une époque où les superstitions sont omniprésentes, nos enquêteurs vont tenter de faire preuve de rigueur et de méthode pour mettre à jour ce mystère qui empoisonne la vie de la communauté. Milo Manara, dont les 78 printemps passés n'ont en rien altéré son coup de crayon, déploie ici tout son savoir et tout son art pour rendre hommage de la meilleure des façons possibles à un autre féru de bande dessinée, Umberto Eco. Avec ce trait si aérien et si léger, rehaussé par les aquarelles de sa propre fille, il transporte le lecteur dans des paysages somptueux, dans des endroits inquiétants, tout en faisant défiler sa galerie de personnages hauts en couleur. J'ai hâte maintenant de me plonger dans le second et dernier tome, car même si cette histoire est déjà bien connue, c'est un plaisir non dissimulé que j'ai eu de la redécouvrir ici, sous les crayons de Manara. Ce sont les éditions Glénat qui s'occupent de publier ce diptyque, le premier tome est lui bel et bien en librairie depuis le 20 septembre dernier, et cette première partie passionnante s'étale sur 72 pages, dont les dernières sont consacrées aux recherches de personnages. Avec Danitza 1965, nous tenons entre les mains le troisième et dernier tome de La Fortune d'Evinsclaw, sorte de prequel de la série Largo Winch qui permet de faire la lumière sur l'aventurier milliardaire le plus célèbre de la bande dessinée européenne. C'est d'ailleurs au scénario de Jean Van Hamme que nous devons cette trilogie, un scénario que viennent sublimer les dessins de Philippe Berthet qui donne beaucoup de caractère à l'ensemble que j'ai adoré suivre. C'est d'ailleurs une double narration qui nous est proposée ici, une narration qui se déroule des deux côtés de l'Atlantique, opposant deux réalités différentes pour une même famille. Si vous me suivez régulièrement, je vous ai déjà parlé des deux tomes précédents, deux albums qui nous transportent du Monténégro, où nous suivons les aventures de Vanko, qui doit fuir son territoire pour arriver et s'installer aux États-Unis, pays où la famille va changer son nom en Winch. Dans le troisième épisode, on découvre surtout un peu mieux le personnage de Nerio Winch, lui dont la petite taille est inversement proportionnelle à son ambition débordante, comme l'apprendra un certain Gordon, fabricant d'avions, que Nerio va totalement dépouiller. Solitaire, l'homme d'affaires a juste confiance en Sid, frère de lait et noir de peau, particularité qui a le don d'interroger un peu plus sur cet impénétrable dirigeant que l'absence de descendance questionne. Dans le même temps, on revient dans les Balkans, dans une ex-Yougoslavie dirigée par Tito, pour faire la connaissance de Joran et Aliana Winsclaw, dont cette dernière vient d'accoucher d'une petite fille qui donne le nom à cet album, la fameuse Danitza.
On avance alors dans la chronologie d'un siècle qui sera tourmenté en ex-Europe de l'Est, réservant dès lors un destin difficile à la jeune Danitza qui doit lutter pour sa survie dans un pays qui se déchire. Occupé par sa succession, c'est vers cette branche de la famille que va se tourner Nerio, lui qui va tout faire pour mettre la main sur celle qui en 1990 donnera naissance au fameux Largo Winch. Superbement maîtrisée et passionnante, cette trilogie s'empare aussi de la chronologie des événements de la seconde moitié du XXe siècle pour y faire évoluer ses personnages de fiction en apportant beaucoup de réalisme. En 64 pages, le duo Van Damme-Berthet referme cette histoire et offre ainsi une généalogie captivante à la hauteur des récits de ce héros dont on comprend dès lors un peu mieux le caractère et le moteur qui guide son existence. Comme je le disais, le dessin de Berthet est de toute beauté, son style ligne claire fouillé et précis a un petit côté rétro qui colle parfaitement bien à l'ensemble et qui flatte vraiment l'œil du lecteur. C'est donc au final une trilogie que je recommande plus que chaudement que nous avons là, un album édité chez Dupuis que vous pouvez retrouver en librairie depuis le 29 septembre dernier. Quelques années après avoir adapté La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette en bande dessinée, le duo Claire Bouillac et Catel Müller revient en librairie en s'attaquant cette fois-ci à George Sand et au très bon roman Indiana. À coup sûr, vous ne pourrez pas manquer de repérer en rayon cette belle couverture où Indiana, l'héroïne de cette histoire, nous regarde avec ses jolis yeux bleus où une innocente séduction se perçoit et attire immanquablement le lecteur. C'est d'ailleurs à son corps défendant qu'elle se retrouvera bien malgré elle au centre d'un jeu amoureux dont elle sera la victime au départ, elle, la femme mariée à Monsieur Delmar, entrepreneur bourru et fortuné, soucieux d'avoir à l'œil sa belle épouse qu'il imagine convoiter. Indiana est de son côté une épouse dévouée et discrète, mais sa pâleur presque maladive, ses jolis cheveux noirs qui lui glissent sur les épaules et dans le dos, et ses beaux yeux bleus en font une femme que tous les hommes remarquent immanquablement. Élevée avec sa sœur de lait, Noun, du côté de l'île Bourbon, belle métisse qui vit dans la même demeure, elle a aussi son cousin Ralph qui lui tient compagnie, lui qui a aussi grandi avec la belle héroïne du côté de l'océan Indien. C'est dans une scène presque théâtrale que l'on découvre celui qui va mettre fin à la tranquillité ennuyeuse qui règne dans la grande bâtisse, un certain Monsieur de Ramière que le colonel Delmar chasse à coups de fusil de son jardin avant d'en faire un invité récurrent dans sa demeure. Amant secret de Noun, en se rapprochant d'Indiana, il ne peut résister au charme juvénile et diaphane de la maîtresse de maison. C'est alors qu'il va déployer toute sa ruse pour tenter de la séduire. Jouant un double jeu, il va perdre les deux jeunes femmes, l'une qui va mourir dans l'étang du parc de la demeure, la seconde plus symboliquement en n'accordant plus toutes ses pensées à son mari. C'est ainsi qu'on voit évoluer ce jeu amoureux où la passion cédera vite sa place à l'orgueil pour Raymond de Ramière, homme peu habitué à ce qu'on lui résiste et bien décidé à ravir à Monsieur Delmar sa jolie femme. Découpé en 5 chapitres, ce roman de George Sand est illustré par Claire Bouillac, tandis que Catel Müller assure le prologue et l'épilogue qui mettent en scène George Sand et permettent de contextualiser ce récit. Le dessin classique, mais plein de caractère et de charme, des deux autrices permet de mettre en lumière ce récit captivant et moderne pour son époque, qui met en scène cette femme qui essaye de sortir de son carcan pour faire triompher l'amour. Personnage fort, dont les traits ne sont pas sans rappeler ceux d'une Isabelle Adjani jeune, Indiana nous fait passer un très bon moment de lecture et m'ont permis au passage de découvrir ce roman de George Sand que je ne connaissais pas. Ce sont les éditions d'Argo qui publient cet album passionnant qui fait 176 pages et que vous pouvez retrouver en librairie depuis le 15 septembre dernier. Après nous avoir raconté en partie son quotidien d'infirmier en soins palliatifs, permettant par là même de découvrir un univers plutôt tabou et tu dans notre société, celui qui se fait appeler l'homme étoilé revient en librairie avec sa première œuvre de fiction baptisée « Je suis au-delà de la mort ». C'est toujours à l'hôpital qu'il nous entraîne, après tout, il parle de quelque chose qu'il connaît bien, mais cette fois-ci, son personnage sera de l'autre côté de la barrière, dans le camp du malade. Lui, on le découvre dès les premières pages, il s'appelle Jean, et son look, cheveux longs, anneaux à l'oreille et barbe bien fournie, n'est d'ailleurs pas très éloigné de celui de son créateur.
Chanteur dans un groupe de rock, à 2 doigts de connaître le succès, c'est une épreuve bien moins réjouissante qui l'attend en réalité, une épreuve en lien avec les cannes de toux à répétition qu'il a et ce sang qu'il crache dans son mouchoir blanc. Le diagnostic tombe alors rapidement, cancer du poumon, voilà à 32 ans une nouvelle qu'il faut rapidement digérer pour s'engager le plus vite possible dans un protocole que le lecteur suivra tout au long des 280 pages de cet album. Mais la maladie n'est finalement pas le thème central de cet ouvrage, car une fois la nouvelle digérée, Jean va découvrir un nouvel univers, celui de l'hôpital, avec ses aides-soignantes et infirmières aux petits soins des malades, ses médecins qui font tout pour les soigner, et les voisins de chambre qui peuvent s'avérer très pénibles. C'est ainsi que Jean va faire connaissance avec Frank, personnage grossier et moqueur, qui ne jure que par son idole, Frank Sinatra, et qui s'avère être le voisin détestable que l'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Mais comme dans la vie, les événements sont parfois imprévisibles, celui que l'on détestait au début du protocole va devenir celui qui permettra de passer de bons moments, même cloué dans un lit, car c'est une autre réalité de la maladie et du soin qui apparaît dès lors. Avec ce trait simple et redoutablement efficace, véritable marque de fabrique de son auteur, l'homme étoilé nous transporte dans cette histoire qui s'apparente à de véritables montagnes russes émotionnelles qui font passer le lecteur par plusieurs états. Humaine et touchante, cette histoire n'en oublie pas moins d'évoquer les amis qui ne vous répondent plus, les rêves qui s'éloignent, mais aussi le ressenti des proches qui doivent veiller sur le malade alors que personne ne prend soin d'eux au quotidien. Ode à la vie, l'album appelle surtout le lecteur à se concentrer sur l'essentiel dans la vie, un album qui est une véritable réussite et que les couleurs d'Elia finissent de sublimer. Ce sont les éditions du Lombard qui publient ce beau bébé, disponible en librairie depuis le 29 septembre dernier, un titre qui, comme vous l'avez deviné, a été un gros coup de cœur en ce qui me concerne. Comme toutes les 2 semaines, je conclus celui-ci en donnant de la place à un ouvrage de retour en librairie, sous la forme d'une intégrale ou d'une réédition, et pour cet épisode, je voulais revenir sur Elle s'appelait Tomoji, album que l'on doit à Jiro Taniguchi, sorti chez nous à l'origine en 2015. C'est à l'occasion des 10 ans des éditions Rue de Sèvres que l'album retrouve le chemin des librairies, une édition qui reprend la couverture d'origine, mais qui se démarque par un côté gauche bleuté, où le titre de l'œuvre vient s'écrire en lettres d'or, surmontant le logo des 10 ans de l'éditeur. Avec tout le talent qu'on lui connaissait, ici, le plus européen des mangaka nous entraîne dans le département de Yamanashi au sein d'un plateau qu'entourent de superbes montagnes, pas très loin du mont Fuji. C'est ici que l'on va découvrir la jeunesse, jusqu'à son mariage, de Tomoji Yoshida, elle qui sera à l'origine de la création d'un temple dans cette région du Japon, elle dont on découvre ici une jeunesse faite de joie, mais surtout de drame à répétition. Soucieux de proposer plus qu'une biographie classique, avec son style si identifiable et une douceur apparente en dépit des épreuves que Tomoji doit traverser, il nous raconte ce destin à l'œuvre et cette personnalité qui se forge dès la plus tendre enfance. Tomoji est une enfant aimée et choyée, mais dans la famille Ushida, qui possède un magasin et des terres, le travail ne s'arrête jamais et la jeune fille doit, dès son plus jeune âge, mettre la main à la pâte. Si la vie est dure, la beauté des paysages et la sérénité familiale, sur laquelle veille la grand-mère, permettent à Tomoji de passer des jours heureux, une époque d'où elle puise aussi sa douceur et sa force de caractère. Mais voilà, avec le temps, les décès se succèdent, son père d'abord, puis sa jeune sœur Masashi, et enfin ce sera au tour de la grand-mère alors que Tomoji a tout juste 18 ans. Le grand tremblement de terre qui touchera la ville de Tokyo en 1923 figurera parmi les traumatismes d'une jeunesse où les drames viendront marquer la fin de l'innocence et des jours heureux. C'est donc un récit fort et poignant que nous livre un Jiro Taniguchi qui met en scène une héroïne au destin tourmenté, mais qui sait puiser sa force et sa sagesse au sein d'une famille aimante et courageuse. Côté dessin, on retrouve son style si identifiable, prenant ce qu'il y a de meilleur dans le manga, mais aussi dans la bande dessinée européenne, pour offrir au final un récit tendre et contemplatif que l'on prend plaisir à redécouvrir. C'est vrai que parfois le tout peut manquer de rythme et d'originalité, mais c'est toujours un plaisir de retrouver le maître Taniguchi en bande dessinée, d'autant que son récit est ici mis en valeur par cette belle édition anniversaire de chez Rue de Sèvres.
Sorti le 11 octobre dernier, voilà un ouvrage que je découvre pour ma part à l'occasion de cette réédition, un Taniguchi qui, même s'il n'est pas le meilleur, se déguste toujours avec grand intérêt. Ainsi se termine ce 161e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Storyville, l'école du plaisir, que l'on doit au scénario de Lauriane Chapeau, au dessin de Loïc Verdier et qui est édité chez Glénat. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 31 octobre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.